Bon jeudi à tous, bienvenue sur Overtime NHL. Jonathan Fillon avec vous pour la prochaine heure. Très heureux de vous retrouver à nouveau pour notre rendez-vous NHL par excellence sur MySports. Dernier week-end de compétition avant la pause du All-Star Game qui approche dans la Ligue nationale de hockey. Ce qui veut donc dire que certains joueurs, certaines équipes auront une plus longue pause que d'autres, puisque évidemment les plus grandes stars de NHL qui vont se retrouver du côté de Toronto pour le match des étoiles. Une pause que plusieurs joueurs attendent. C'est le temps de prendre des vacances en famille, de recharger un peu les batteries avant le dernier droit, la course aux playoffs dans la NHL. Ce sera très intéressant. On en parlera un peu de cette compétition, de cette All-Star Game avec notre invité de la journée, le journaliste d'LNH.com, Nicolas Ducharme. On parlera également du reste de l'actualité dans la NHL, évidemment, des joueurs suisses et de leur club. Il y en a pour qui ça va bien, il y en a pour qui ça va un peu moins bien. On va décortiquer ça avec lui tout au long de l'émission. Mais juste avant de l'accueillir, je vous rappelle qu'Overtime NHL est disponible sur toutes nos plateformes numériques et également diffusé le jeudi soir sur MySports 1 dès 20h. Vous savez où nous trouver. Également, n'hésitez pas à télécharger notre application numérique MySports. Tous les épisodes d'Overtime NHL s'y trouvent. Sans plus tarder, allons retrouver notre invité Nicolas Ducharme. Salut Nicolas, bienvenue dans Overtime NHL. Content de te retrouver enfin. Je dis enfin parce que ça fait quelques épisodes que j'essaie de t'avoir, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Écoute, il y a un océan qui nous sépare, c'est toujours plus difficile. Hein? mais j'ai été futé la dernière fois. Je suis allé sur ton podcast. Tu m'as invité 2 fois sur la tasse de café LNH, que j'invite d'ailleurs nos auditeurs à écouter. Et j'ai dit sur ton podcast que tu allais être de notre émission cette semaine. Donc comme ça, j'étais certain que tu allais être là. C'est un truc, c'est de m'attacher. C'est pour ça, à un moment donné, je me dis que ma blonde, elle va dire à ses parents que je l'ai demandé en mariage. Comme ça, on est certain que j'aurais pas le choix. C'est beau que tu compares ta présence à Overtime NHL à un mariage. J'adore ça. Écoute, tu sais, la bonne nouvelle, Jonathan, là, c'est que la télé suisse, on l'a pas ici. Hein? Fait que ma blonde, elle va pas l'entendre. Ce qui se passe sur Overtime NHL reste sur Overtime NHL. Nicolas, avec toi, on va commencer avec notre segment Up Suisse. Et on va commencer, on a quelques joueurs suisses qu'on a ciblés, des joueurs, mais aussi des équipes. Et on va commencer avec Kevin Fiala qui continue ses succès, qui continue à amasser sa part de points du côté des Kings de Los Angeles. Mais soyons honnêtes, moi, c'est une équipe que je plaçais très haut dans leur division, que je voyais même très loin en play-off avec leur ligne de centre incroyable, avec vraiment la profondeur de cette équipe-là. Mais ça va pas bien là, depuis fin décembre. Ça va vraiment pas bien pour les Kings de Los Angeles. Écoute, au niveau de leur fiche là, présentement, on est sur une séquence de 2. Dans le fond, on a perdu 11 de nos 13 derniers matchs. Donc là, tu sais ce que ça veut dire. Ça commence à sentir la soupe chaude pour Todd McLellan, l'entraîneur-chef. Je dis on a perdu nos 13 derniers matchs. La réalité, c'est qu'on a une fiche de 2, 6 et 5. Donc, 5 défaites en prolongation. Tu changes ça pour quelques victoires ici et là. Déjà là, ça aurait l'air un peu moins dramatique. Mais ce qui ne fonctionne pas chez les Kings, tout le monde se tourne vers Cam Talbot, le gardien, qui a été une belle surprise en début de saison, mais là, qui a 8 défaites consécutives, 0-5-3. Ses statistiques sont beaucoup moins intéressantes. Mais la réalité, c'est que moi, je ne jette pas le blâme sur Talbot. Je le jette sur l'offensive de l'équipe qui, durant cette séquence de défaites-là, on est 28e dans la Ligue pour les buts marqués. Donc, oui, tu es 18e pour les buts accordés, les buts alloués, mais 28e pour les buts pour les buts que tu marques. Bien là, c'est ton attaque qui est le problème. Tu ne donnes pas de coussin à tes gardiens pour marquer. Et pourtant, on est 8e en power play, on est 4e en power kill. Donc, à un moment donné, c'est pas les unités spéciales le problème. Le problème est vraiment dans l'opportunisme, à mon avis, à Los Angeles. On aurait dû aller chercher quelques victoires de plus. Et là, ça s'accumule. Ça fait l'effet boule de neige et on ne fait que perdre des matchs de façon assez gênante là, présentement. Je pense que le dernier, c'est contre des Sharks de San Jose, donc une des pires équipes de la Ligue. Bon, tu parles de l'attaque. Évidemment, il y a des joueurs qu'on ne peut pas pointer du doigt, en particulier Kevin Fiala, qui est le meilleur pointeur de cette équipe-là. 4 points.
points ces 3 derniers matchs, là, d'ailleurs. Exact. Adrian Campa qui fait très bien. Ange Kopitar, fidèle à lui-même aussi. Quinton Byfield, belle révélation. Là. Lui, sa progression elle a été constante d'année en année. Philippe Danault, un joueur évidemment qu'on connaît tout son talent dans les deux sens de la patinoire. Mais tu parlais que la soupe devient de plus en plus chaude pour Todd McLellan. Il a pointé du doigt Pierre-Luc Dubois. C'est vraiment la plus grosse déception du côté des Kings cette saison. Et moi, je te pose la question parce que souvent, il y a le dicton les meilleures transactions sont celles qu'on ne fait pas. Est-ce que les Kings ont peut-être voulu jouer trop gros la carte Pierre-Luc Dubois? Oui, possiblement, ou du moins, on s'attendait vraiment pas à ça. Là, on a donné Gabriel Vilardi, on a donné Alex Iafallo, Vilardi qui est un joueur en montée, mais qui est fragile. Iafallo qui est un bon vétéran, là, un bon joueur d'équipe. C'est le type de joueur que tu veux sur ton deuxième ou ton troisième trio. Et bon, là, on a été chercher Dubois. Et Dubois, présentement, il a 19 points en 44 matchs. Il se dirige vers une de ses pires saisons en carrière. On le fait bouger, on change des trios, on tente de trouver des solutions. Tu sais, si on m'avait dit Pierre-Luc Dubois, si on m'avait dit en début de saison que Pierre-Luc Dubois allait être bon, là, présentement, il est sur le premier trio, mais il s'est retrouvé sur le troisième trio à des moments. Il n'est pas sur le premier power play. C'est pas ce qu'on s'attendait lorsqu'on lui a offert un beau gros contrat durant la saison morte. 8 ans à 8,5, je crois, quelques dollars américains là, environ. Là. Donc, non, c'est vraiment, vraiment pas suffisant. Et justement, McLellan, ben là, à un moment donné, c'est que si tu trouves pas un peu des boucs émissaires, si tu commences pas à essayer de fouetter ton équipe, c'est toi qui vas tomber. Là. Puis, tu le sais autant que moi, Jonathan, c'est pas mal plus facile de remplacer un entraîneur qu'une équipe au complet. Oui, ça c'est sûr. Et je me pose la question aussi s'il n'y a pas sur les insuccès peut-être offensifs de l'équipe, s'il n'y a pas peut-être un petit peu de cause à effet. C'est un système défensif que McLellan a mis. Il a vraiment misé sur le fait, parce qu'on n'a pas des gardiens incroyables là, du côté des Kings de Los Angeles. Cam Talbot, Phoenix Copley là, qui est blessé, David Riddich. On s'entend qu'on n'a pas des Vasilevski devant la cage, mais c'est quand même une équipe qui avait un système défensif qui faisait bien paraître ses gardiens. Mais quand on parle de système défensif, c'est peut-être là où Pierre-Luc Dubois, qui a souvent été critiqué pour son éthique de travail, pour son implication, pour ci, pour ça, c'est peut-être là où il se retrouve moins dans ce système de jeu. Moi, c'est un peu la lecture que j'en ai. Je ne sais pas si ça a du sens. Ah, peut-être aussi, mais comme je dis, au final, présentement, le système défensif, oui, il est beaucoup moins efficace, mais c'est l'attaque qui ne fonctionne pas. Donc, là, il faut faire preuve de beaucoup plus d'opportunisme quand tu as un système défensif de cette qualité-là. Lorsque tu contre-attaques, tu te dois d'aller marquer. Tu ne peux pas gaspiller autant de chances que ça. Et on n'en profite pas présentement. Tu as parlé d'Anze Kopitar. Bon, il vieillit, mais somme toute, ses statistiques, ils sont là. Il manque peut-être beaucoup de production secondaire. Tu sais, les joueurs de troisième, de quatrième trio qui viennent marquer, qui viennent appuyer l'attaque, c'est pas là présentement. Donc, non, chez les Kings, là, il faudra... On parle beaucoup de Dubois, là, mais il y a une autre chose aussi qu'on oublie, c'est qu'on a échangé Sean Durzi au Coyote de l'Arizona, pas trop cher. Pour faire de la place à Dubois. Pour faire Dubois, et on parlait à l'époque de Jordan Spence, de Brent Clark, qui sont des jeunes défenseurs, et on a peut-être un peu, je dirais... vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, c'est-à-dire qu'on n'était pas prêt chez la brigade défensive des Kings à faire la transition, à se priver d'un Durzi en relance offensive avec les joueurs qui étaient là. Donc là, c'est peut-être pour ça aussi que présentement, la relance offensive ne fonctionne pas. Et Durzi chez les Coyotes, ça va à merveille. Il fait du beau travail chez les Coyotes qui sont surprenants cette année. Toute une acquisition pour le prix qu'il a coûté. Écoute, il a coûté un choix de deuxième ronde, si je ne me trompe pas. L'aubaine de l'été, probablement. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que là, tu parles de l'échange de Shane Durzi qui pourrait être une des explications pourquoi en ce moment ça va moins bien du côté des Kings. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec les Devils du New Jersey? Et je m'explique. Les Devils ont une année un peu plus compliquée et bon, je voulais te parler justement des Devils. On va commencer avec les gardiens de but. Les chiffres des gardiens de but des Devils sont atroces. D'ailleurs, Akira Schmid, c'est un gros step back dans sa production, dans ses performances. Ça reste un jeune gardien à grand gabarit. Je pense qu'il est prometteur pour cette équipe. Mais est-ce que
cette saison compliquée niveau gardien de but, niveau défense des Devils ne pourrait pas se traduire par les échanges de Ryan Graves et Damon Severson. Les deux n'ont pas été retenus par les Devils. Et c'est deux défenseurs, justement, qui avaient tellement d'impact défensivement. Au contraire de Simon Nemec, qui, comme un jeune joueur de 19 ans, fait des erreurs. Et Luke Hughes, qui, même s'il réussit à amasser sa part de points, ça reste un défenseur offensif. Est-ce que ça pourrait être encore là une cause à effet? Ben, ajoute à ça la perte de Dougie Hamilton. En plus. C'était quand même le défenseur numéro 1 de l'équipe. Donc, présentement, il te manque 3 défenseurs de ta brigade de l'année dernière. Les gardiens n'ont pas fait le travail cette année. Autant Vanecek, autant Schmid, autant... Bon, Nico Daz, là, on va lui laisser le temps un peu de se placer là, quand même, là, parce qu'il arrive en renfort. C'est pas nécessairement un gardien, un grand espoir. Là. Il a 23 ans. C'est un Allemand, là, donc je ne veux pas dire de votre coin de pays, mais de votre côté de l'océan. Tout près. Oui, tout près, c'est ça exactement. Donc, tout a été compliqué chez les Devils en début de saison. Il y a beaucoup de déceptions. Timo Meier en a une grosse déception chez les Devils. On cherche les trios, ça ne lève pas vraiment. À un moment donné, il y avait Tyler Toffoli qui était un des joueurs les plus prolifiques. On a perdu Jack Hughes. Il n'est pas là présentement aussi, Jack Hughes. Nico Hischier aussi qui a raté des matchs. Donc, c'est vraiment un effet, je dirais, domino. Comme tu as dit, dès le début de la saison, il fallait refaire un peu notre système défensif. Ensuite, on a nos gardiens qui ne fonctionnent pas. On a les blessures. On a le manque de performance de certains joueurs. Mais somme toute, on était encore dans la course aux séries éliminatoires. Donc, c'est la bonne nouvelle. Et je vais juste ajouter la chose suivante. Souvenez-vous que l'année dernière, les Devils, c'était un peu de performance surprise. Je ne veux pas dire équipe Cendrillon, mais personne ne les attendait au sommet de la section métropolitaine. Donc là, c'est peut-être un retour du balancier aussi. Là. Trouver un certain équilibre entre les performances de l'année dernière et celles de cette saison. Écoute, j'irais même plus loin que ce que tu as nommé, parce que, bon, tu as nommé presque tous les joueurs suisses. Il y a Jonas Siegenthaler aussi qui est blessé. Et là, quand tu dis il y a 3 défenseurs de la brigade défensive de l'an passé qui ne sont pas là, maintenant il y en a 4. Et quand je regarde le line-up des Devils, John Marino, Kevin Ball, c'est peut-être les 2 seuls qui jouaient l'an passé, là, qui ont joué toute la saison dans des rôles de 5, 6 ou 7e défenseurs qui, là, sont appelés à être sur un top 4. Évidemment, il y a l'arrivée de Luke Hughes, de Simon Nemec, mais c'est quand même une brigade défensive bien différente de ce qu'on a vu en raison des blessures, des départs. La bonne nouvelle, comme tu l'as dit, c'est qu'on est encore dans la course au play-off. Et si cette équipe-là serait en play-off, en santé, je vais vraiment mettre ce bémol en santé, reste que c'est une équipe qui pourrait être dangereuse, mais vraiment, il va falloir que... Moi, Timo Meier, je pense qu'il reste probablement l'une des plus grandes déceptions de la Ligue nationale cette saison, avec le contrat qu'il a signé, vraiment avec les Devils du New Jersey, parce que ça n'avait pas été très reluisant, on va le dire comme ça, son arrivée au New Jersey. Ce n'est pas plus dans ce début de nouveau contrat. C'est assez compliqué pour lui. Je ne sais pas si c'est parce que peut-être qu'on joue dans un système de jeu un peu plus serré, un peu plus cadré du côté des Devils, convient moins bien à sa créativité comme attaquant, comme sniper. Mais clairement, de jouer avec les pauvres Sharks lui allait quand même mieux. Il était quand même un peu plus dangereux. Avait plus cette touche de marqueur là, avec les Sharks de San Jose. Ouais, il n'a jamais semblé s'habituer au système des Devils. Lors de la saison morte, on avait dit on va lui laisser du temps. Ça prend du temps quand tu arrives avec une nouvelle équipe de t'acclimater au nouveau système. Mais là, cette année, là, je veux dire, Meier, il a 18 points en 32 matchs, si je ne me trompe pas exactement. Ouais. Je veux dire, il se dirige vers une de ses très mauvaises saisons. Mais en même temps, Meier, en carrière, regardez ses chiffres. Il y a des vagues de performance. Une année, on est passé, on avait 31 points, 54 matchs. L'année suivante, on était un joueur d'1 point par match. L'année suivante, on revenait à des performances plus normales. Donc, Meier, ça n'a jamais été le joueur le plus constant, celui qui va nous offrir 1 point par match sur une base régulière. Le vent se doit de tourner là, parce que là, il est au New Jersey pour plusieurs saisons. Là. Ouais. Et on vient de parler des Devils qui sont toujours dans la course au playoff. On les attendait plus haut. Une équipe que plusieurs attendaient plus bas, ce sont les Prédateurs de Nashville. Nick, les Preds qui, à mi-saison, là, on vient de dépasser la mi-saison, sont toujours dans le portrait des playoffs.
Romagnosi continue à faire du Romagnosi, mais c'est une équipe qui a très peu de qualité, de grande qualité de joueurs, mais j'ai l'impression que l'ajout d'un Ryan O'Reilly a quand même une grosse importance dans cette équipe-là, mais ça reste pour moi une surprise de les voir là. Moi aussi, je suis surpris, mais c'était difficile un peu de savoir. Comme tu as dit, Ryan O'Reilly, bon, qu'est-ce qu'il a dans le réservoir? Ryan O'Reilly, il a 32 ans, là, si je ne me trompe pas, 31-32 ans. On a ajouté un autre vétéran, Gustave Nyquist, qui lui aussi avait été blessé l'année dernière, avait presque pas joué, donc à quoi s'attendre de sa part? Mais somme toute, bon, ça fonctionne bien. Philippe Forsberg aussi, qui l'année dernière avait été blessé, a bien répondu. Il est un joueur d'un point par match présentement. Josi, ben écoute, c'est Roman Josi. Donc, offre toujours, si je parlais de constance dans le cas de Meyer, Roman Josi, c'est toujours un joueur de constance. On a plusieurs jeunes joueurs aussi. Luke Evangelista, Tommy Novak. On a des Philippe Tomasino qui vont venir t'amener de la production secondaire ici et là. Quand tu en as besoin, c'est pas nécessairement qu'ils n'ont pas 40 points en 40 matchs, mais au moins, ils participent à l'attaque un peu plus. Tu as un beau... Alexandre Carrier, je trouve qu'il a bien rebondi cette année aussi. Puis devant le filet, ben, tu as Hugh Saros. Bon, normalement, offre des performances un peu meilleures. Saros là, a eu des hauts et des bas cette année, mais ça reste que c'est un des meilleurs gardiens sur papier de la Ligue. Saros, on a même un Askarov. Là. Donc là, Saros, va falloir voir parce que du côté des Predators, on veut lentement mais sûrement préparer le futur. Donc, tu sais, Saros, cette année, 18-18, 904 de taux d'efficacité. C'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait, mais il a souvent aussi été laissé seul. Donc, mais on est toujours dans la course chez les Predators. Je doute qu'on va réussir à être des playoffs parce que il y a quand même beaucoup d'équipes dans le Kraken de Seattle a eu un début de saison catastrophique, mais c'est en train de se replacer lentement. Les Flames ont eu un soubresaut. Là, ça s'est calmé un peu. Les Blues, l'éternelle déception, à mon avis, là, on a changé d'entraîneur-chef. Il faudra voir. Il y a les Coyotes, dont je te parlais plus tôt. Va falloir tout un effort de la troupe d'Andrew Brunette. Nouvel entraîneur-chef, d'ailleurs, là, on en avait pas parlé à Nashville. Et bon, normalement, tu as tout le temps, lorsqu'il y a un nouvel entraîneur, première saison, les performances sont quelque peu meilleures que ce à quoi on s'attend. Donc, c'est peut-être ce qu'on voit chez les Predators. Mais la course là, autant dans l'Est que dans l'Ouest, c'est très serré. Moi, je ne suis pas prêt à parier là, mais ce qui me reste de francs suisses de ma visite de cet été là-dessus. Là. Tu as parlé, Nick, des... resté beaucoup, Jonathan. T'en es pas resté beaucoup, non. Écoute, ce sera pour un... En même temps, ça vaut tellement plus que les dollars canadiens que t'es mieux de les garder. Même nous, au Québec, au Canada, c'est plus des pesos qui nous reviennent. Donc, d'habitude, on en a plusieurs. Des francs suisses, il en reste moins. Là. On leur fait plus attention un peu. Nick, t'as nommé le Kraken de Seattle dans ton énumération d'équipes qui pourraient rattraper les Predators de Nashville. Et on n'en a jamais parlé sur Overtime NHL, mais Joey Daccord, oui. le gardien du Kraken, connaît vraiment... c'est sa saison là, où vraiment il retient l'attention. C'est un double... il y a la double nationalité américaine et suisse. Je tenais quand même à le dire. Son père a joué dans les années 80 et 90 du côté d'Ambry et un peu à Fribourg-Gotteron. Donc, Joey Daccord, qui fait partie quand même de la liste de joueurs qui ont la nationalité suisse et qui évoluent en NHL. Et vraiment, pour lui, c'est la saison. Je vais le dire comme ça, avec un grand L, parce que jamais il n'avait réussi à s'établir dans la Ligue nationale sur un rôle régulier, dans un rôle de premier. Et là, cette année, c'est vraiment lui qui donne une chance à son équipe de rester dans la course. En tout cas, qui a été un des éléments qui a ramené cette équipe dans la course au playoff. Absolument. Et son parcours est tellement atypique à Joey Daccord. Écoute, il a été dans les premières années avec le programme d'Arizona State, les Sun Devils d'Arizona State. Tu sais, tu me parles, Jonathan, de puissance de hockey de la NCAA. Je pense pas à la base aux Sun Devils d'Arizona State en 2016. Ils sont meilleurs, là, c'est un beau programme qui s'est développé. Mais à l'époque, c'était pas ça. Ensuite, bon, a été repêché en 7e ronde. Là, écoute, le 199e choix des Sénateurs d'Ottawa en 2015.
Ensuite, bon, joue un peu Ligue américaine, Ligue nationale. A même été faire un tour dans la Ligue, la ECHL qu'on appelle. Là. Donc, on est vraiment en troisième division nord-américaine à ce moment-là. Et là, il revient lentement. L'année dernière aussi, il a joué plusieurs matchs dans la Ligue américaine. Il a 27 ans en plus. Donc là, le temps a commencé à presser. Mais cette année, écoute, c'est phénoménal. 13 victoires, 8 défaites. 8 défaites en prolongation, en tir de barrage. Des superbes statistiques individuelles. C'est un gardien qui... c'est bizarre un peu parce que quand le Kraken est né, on fondait beaucoup d'espoir sur Philip Grubauer. A souvent été blessé. Ses performances ont été en dents de scie. On avait Chris Driedger qui venait de connaître des belles séquences en Floride avec les Panthers avant d'être choisi au repêchage d'expansion. Et Joey Daccord était un peu le troisième violon. Là. Ça allait être le gardien de Ligue américaine. Et finalement, ben, c'est grâce à lui cette année qu'on est dans la course aux playoffs. Donc, non, c'est... Mais honnêtement, les situations de gardien de but dans la NHL là, depuis quelques années, il n'y a plus rien qui tient. C'est un gardien... Regardez l'année dernière avec les Devils, c'est Vanecek qui, après quelques années difficiles avec les Capitals, qui sort de nulle part. Tu as des solides gardiens, justement, Hugh Saros qui, là, présentement, ça va moins bien. C'est une position qui est tellement demandante que j'ai l'impression qu'aussitôt qu'on te demande un peu trop de matchs, à certains moments, tu casses. Donc, présentement, ça va très bien pour Dakar, mais là, le défi, c'est de maintenir ça jusqu'à la fin de la saison. Il faudra peut-être trouver un moyen là, d'y offrir quelques journées de congé ici et là. J'ai l'impression aussi que les équipes dictent beaucoup comment va aller le gardien de but. C'est tout con à dire, là, mais on le voit avec Cam Talbot. Cam Talbot qui est passé un peu partout dans sa carrière. Certains le voyaient après ses débuts à New York derrière Henrik Lundqvist. Plusieurs le voyaient comme un futur numéro 1. Finalement, ça n'a jamais été le cas. Il est passé par Edmonton, ça a été une catastrophe. Par Ottawa, ça a été une catastrophe. Et là, il se retrouve à Los Angeles comme premier gardien et ça marche. J'ai vraiment l'impression qu'il faut le fit parfait du gardien avec la brigade défensive. Frederik Andersen était vu comme un des bons gardiens. Il est passé à Toronto. C'était rendu une passoire. Ilya Samsonov, c'est un peu la même chose. Je suis pas d'accord avec le... Honnêtement, quand je regarde tout ce qui s'est suivi, parce que je suis le premier à défendre Frederik Andersen et ses années Non, mais c'est que tu regardes tout ce qui s'est passé par la suite, les autres gardiens qui ont suivi à Toronto, tu te dis... Probablement qu'Anderson n'était pas si mauvais que ça. C'était le meilleur des dernières années qui est passé là. Ça, je suis parfaitement d'accord, mais l'équipe pense tellement toujours à l'attaque qu'en fait, le gardien fait face à trop de chances de qualité sur un match et à un moment donné, au niveau comptable, il va se faire battre. Oui, puis ça s'accumule match après match. Oui. Exact. On n'est plus dans l'époque des 70 départs là, de Roberto Luongo, de Mika Kiprusoff et tout ça, et de Martin Brodeur. Là, c'est un gardien de but maximum 60 matchs. En haut de ça, il n'y en a pas plusieurs. Ils sont vraiment pas nombreux. On peut les compter sur une main, les gardiens qui vont demeurer efficaces match après match avec autant de départs. Oui, exact. On revient à l'attaque, on revient au joueur suisse, Nick. Pius Suter a obtenu son 100e point en carrière cette semaine. Un 100e point en carrière qui est arrivé après 245 matchs, je crois, ou tout près de 250 matchs. Pius Suter qui a accepté son rôle avec les Canucks. C'est simple, il est placé un peu partout. À l'aile, au centre, dans des trios offensifs, dans des trios défensifs. Mais j'ai l'impression que la carrière de Pius Suter en NHL va se résumer à ça. Un gars qui peut jouer n'importe où, qui peut, par de courtes périodes, répondre un peu à n'importe quel mandat. C'est parfait, c'est ça. Et c'est correct. Je veux dire, dans le cas de Suter, je veux dire, le talent brut pour évoluer sur un premier trio, sur un deuxième trio, à mon avis, n'est pas là. Mais si tu réussis à te placer, à être fiable, tout ça. Et là, il est dans un nouveau système avec l'arrivée de Rick Tocchet à Vancouver qui a relancé cette équipe. Vraiment, je trouve, va chercher le meilleur de ses joueurs présentement. Ça se voit, là, les Canucks qui sont au sommet de la section Pacifique, qui se battent pour la première place dans la NHL. Alors, Suter, comme on dit, saute dans le train.
C'est le temps de connaître du succès. Puis si tu connais une bonne saison, ben peut-être bien qu'il y aura de la demande pour toi lorsque tu seras joueur autonome, lorsque tu sois disponible, donc à obtenir un meilleur contrat. Mais pour l'instant, profite-en parce que c'est vraiment des beaux succès qu'on connaît à Vancouver. Et enfin, il va pouvoir jouer en playoff aussi. Parce que, bon, évidemment, la place en playoff n'est pas assurée, mais ce serait une catastrophe que les Canucks ne soient pas des playoffs. C'est tout comme. Et après des passages à Chicago et à Détroit, enfin, il va pouvoir jouer en playoff aussi. Ça, c'est une autre game complètement. Et j'ai hâte de le voir parce qu'évidemment, les joueurs suisses ne sont pas des joueurs qui sont habitués, ceux qui sont passés par la National League. C'est pas un hockey très physique. Ouais. Donc, j'ai hâte de le voir justement dans le hockey physique de playoff de NHL. C'est vraiment un autre niveau que ce qu'on peut voir ici, là, même si des équipes comme Genève Servette, par exemple, aiment bien jouer la carte physique en playoff. C'est quand même pas proche de ce qui se passe en NHL. Donc, ça va être intéressant de voir qu'est-ce qu'il peut donner aussi en playoff dans un jeu qui va se resserrer de plus en plus. Dernier joueur, Nick, dont on va parler, dernier joueur suisse dont on va parler aujourd'hui, c'est Philippe Kourachev. Philippe Kourachev qui a eu vraiment la confiance de son entraîneur, évoluant avec Connor Bedard sur le premier trio à Chicago. Ça allait bien, il est à 2 points seulement de son plus haut total de points en carrière. C'est une belle progression pour lui. Par contre, on vient de se rendre compte qu'il est un peu Connor Bedard dépendant. Parce qu'on va le dire comme ça. 1 point, 1 but seulement à ses 10 derniers matchs. Et évidemment, Connor Bedard qui est blessé. Oui, exactement. Écoute, soyons francs, là. Écoute, Kourachev avait eu la chance d'être le joueur le plus utilisé avec Bedard cette année. Ça, c'est un cadeau. C'est le type de cadeau que tu ne peux souhaiter qu'une fois dans ta carrière, de te retrouver avec un tel joueur, de créer de la chimie. Moi, je vais toujours citer l'exemple de Rob Brown. Tu connais peut-être Rob Brown, tu étais jeune, hein? Rob Brown à l'époque, Jonathan. Ça serait pas la première fois, Nick, que j'ai pas la référence. C'est correct. Rob Brown, ses statistiques. Rob Brown a été jumelé avec un certain Mario Lemieux chez les Penguins de Pittsburgh au début des années 90, dans les grosses années des Penguins lorsqu'on gagnait la Coupe Stanley. Des statistiques à tout casser. Et quelques années plus tard, il se retrouvait dans la Ligue américaine et tout ça. Parfois, il y a quelques joueurs qui vont vraiment être Pascal Dupuis avec les Sidney Crosby. On reste chez les Pingouins. C'en est un autre. Là, Kourachev, si ça fonctionnait bien avec Bédard, qui sait, ça aurait pu être justement une belle récolte. Mais là, Bédard, il est blessé. Il est absent pour encore 6 semaines. Fracture de la mâchoire. Que va-t-il rester? Comment va-t-il performer lorsqu'il va revenir au jeu? Que va-t-il rester de ce duo-là qui avait été formé? Nick Foligno avait été un joueur qui avait été aussi beaucoup employé avec eux. Donc, c'est dommage pour Kourachev parce que justement, mais soyons francs, il n'y a personne chez les Blackhawks. Et là, c'est pas pour critiquer Kourachev, mais c'est ça la réalité, qui a le talent pour évoluer avec Bédard, pour former un duo aussi efficace que, je veux pas dire McDavid et Draisaitl, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui. Nick, je vais prendre ton exemple de Rob Brown pour expliquer un peu à nos auditeurs ou à nos téléspectateurs qui ne le connaissent pas. Écoute, moi, je le connaissais pas. En fait, il a commencé avant que je naisse. Et à 20 ans, 44 points en 51 matchs. À 21 ans, 115 points en 68 matchs. À 22 ans, 80 points en 80 matchs. Et ensuite, ce fut une débandade jusqu'à la AHL. Donc, voilà. Ouais, je croyais qu'il était dans les années de Coupe Stanley des Penguins. Mes excuses, c'est un peu avant, là, lorsqu'un certain 88-89, sa grosse saison, là, Mario Lemieux avait fait 199. La fameuse saison à 1 point de Wayne Gretzky, là, Mario Lemieux, qui avait manqué quelques matchs lors de cette année-là. Mais oui, c'est toujours mon exemple, Rob Brown, parce que tu joues avec un joueur qui est sensationnel. Mets ta lame sur la glace, là, mets ta crosse sur la glace. Ta canne ici, ouais. Ta canne, bon voilà, j'étais plus certain quel terme utiliser par rapport à la France. Mais donc, mets ta canne sur la glace, attends le puck, puis souhaite le mieux. Ça devrait entrer. Il va te trouver. Oui, quand même. C'est assez impressionnant. Mais ouais, pour Kourachev, évidemment, son temps de glace qui est encore très haut.
malgré l'absence de Connor Bedard. Il joue quand même au-dessus de 15 minutes. Là, c'est entre 16 et 20 minutes de temps d'utilisation. Là. Mais évidemment, c'est à l'image des Blackhawks. Je veux dire, quand Connor Bedard va revenir, il va rester le meilleur pointeur de cette équipe-là dans 6 semaines. Hein, parce que là, on a annoncé cette semaine qu'il lui restait encore 6 semaines d'absence, mâchoire fracturée. Et il va rester le meilleur pointeur. Il va finir le meilleur pointeur de cette équipe-là. C'est dire à quel point c'est un gap immense. Je suis même prêt à parier avec toi, Jonathan, qu'il va finir meilleur pointeur des recrues de la LNH, malgré cette absence de 6 à 8 semaines environ. Il est phénoménal. Il a une tête en haut de tout le monde. C'est déjà un joueur qui, avec un bon entourage cette année, aurait pu frôler le plateau des 100 points. Bon, avec l'équipe qu'on a à Chicago, je le prédisais plus à 70 points, là, à 70 points plutôt. Donc, c'était mon estimation avant le début de la saison. Ça se dirigeait un peu vers ça, mais je trouvais en plus qu'il avait commencé à accélérer le rythme. Justement, avec Kourachev, ça fonctionnait. Donc, après avoir cherché les trios en début de saison, ça fonctionnait avec Kourachev. Alors, cette blessure-là survient à un mauvais moment. Mais au final, ça ne changera pas grand-chose pour les Blackhawks. À vrai dire, c'est le contraire. Là. On va pouvoir mettre peut-être la main sur le tout premier choix de la draft 2024. Ben, écoute, parce que tu viens de parler du classement des recrues, c'était un de nos sujets pour head-to-head. On va le faire tout de suite, Nick, head-to-head pour Connor Bedard. Est-ce que tu penses que malgré sa blessure, il est toujours le favori pour le Trophée Calder? Est-ce qu'il peut toujours le remporter? Parce que je rappelle que Connor McDavid, à son année recrue, il s'est blessé à la main et il avait joué la moitié de la saison. Il avait 1 point par match et il n'avait pas gagné le Trophée Calder. Exactement, mais il y avait un certain, si je ne me trompe pas, Artemi Panarin cette année qui était dans la course. Panarin qui était plus vieux aussi. Là, je crois qu'il est arrivé dans la NHL à 22-23 ans, là, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, tandis que cette année, c'est vraiment une cuvée de recrues pure et dure, là, des 18, 19, 20 ans maximum qui se battent pour ce titre-là de recrue de l'année. Et à mon avis, si Bédard, malgré ses 6 à 8 semaines, bon, 6-8 semaines, on parle d'une vingtaine de matchs d'absence. Dans le cas de McDavid, ça avait plus été, quoi, je pense, 35 là, environ. Oui, il avait joué 48, je pense. Il avait 48 en 48, si je ne me trompe pas. Donc, c'est ça. Donc, si mes mathématiques sont bonnes, le 35, ça tourne autour du 34-35, là. Ouais. J'ai pas fait le bac en mathématiques, ça, je le confirme. Mais tandis que Bédard, s'il termine la saison en force, puis s'il fait juste terminer, même s'il n'est pas premier, s'il fait juste terminer vraiment aux environs de celui de peut-être Fantilli, peut-être celui qui va terminer premier, moi, il va avoir mon vote là, pour le Trophée Calder, surtout avec l'équipe avec laquelle il évolue. Là. Marco Rossi qui est dans la course, il est là, il y a une meilleure équipe chez le Wild, mieux entouré. Fantilli aussi avec Columbus. Il y a peut-être juste le jeune Brock Faber et Luke Hughes en défensive qui ont des belles saisons que je trouve intéressantes, qui sont des défenseurs. Donc, là, c'est un autre jugement. Mais si Bédard revient et termine premier marqueur, il va avoir le vote, c'est sûr et certain. Moi, c'est vraiment ça la question que je me pose. Parce que, honnêtement, Rossi et Fantilli, s'ils finissent à 41 points, 1 point aux 2 matchs, ça va être beau. Connor Bedard flirte avec le point par match. Quand il va revenir, il va reprendre, on l'espère, là où il a laissé, là, même si tu l'avais très bien dit d'ailleurs dans ton podcast à tasse de café. Bon, là, c'est du manger mou. Hein? Donc, ça se peut qu'il perde un peu de masse musculaire. Donc, ça se peut que le retour soit un petit peu plus dur que prévu. Mais on peut s'attendre quand même à plus d'1 point aux 2 matchs pour Connor Bedard. Mais moi, c'est vraiment les 2 défenseurs, Brock Faber et Luke Hughes, qui, je pense, sont les 2 vraies menaces au Trophée Calder. Et en particulier, j'ai l'impression, Brock Faber, qui joue au Minnesota, qui joue 24 minutes 45 en moyenne de temps de glace. C'est incroyable, son ascension au sein du Wild. C'est un défenseur qui arrive de la NCAA. On lui a laissé vraiment le temps de se développer. T'sais, il a fait 2 saisons à l'Université du Minnesota. Donc, on ne vient pas... surtout avec des défenseurs, il ne faut pas aller trop rapidement avec les défenseurs. On l'a vu souvent, des défenseurs amener trop rapidement dans la NHL. Et là, il arrive avec le Wild. Ses statistiques sont incroyables. Son temps de jeu est incroyable. On a échangé Callan Addison,
qui était notre corps arrière sur le power play, parce qu'on a vu Faber jouer, on s'est dit on n'a plus besoin d'Addison, tout simplement. On va vraiment donner. Et là, on a perdu Jared Spurgeon en plus du côté du Wild, saison terminée. Donc là, la porte s'ouvre encore plus pour Faber pour avoir vraiment les responsabilités offensives. Et question, Jonathan, tu te souviens comment on a fait son acquisition, Faber, chez le Wild? Non. Non? On a obtenu un premier choix et Faber en retour d'un certain Kevin Fiala. Oh. Donc, c'est ce joueur que le Wild a obtenu en retour de Fiala. Et à l'époque, on trouvait que les Kings n'avaient pas eu à payer très cher pour mettre la main sur Fiala. Je regarde Faber jouer, on ajoute à ça un premier choix au repêchage. Là, la balance, disons que l'équilibre est un peu plus près. Oui. Alors, c'est vrai que ça change un peu la perspective de cette transaction. Finalement, les deux équipes qui auront été gagnantes dans cette transaction. Et Faber, c'est un gars du coin, là. C'est un gars du Minnesota. Ouais. Il y a une photo de lui, je ne sais pas si tu l'as vu, mais où on voit Kirill Kaprizov compter un but et qui on voit dans les estrades, vraiment première rangée, en train de crier, c'est Brock Faber. Donc, lorsqu'il était étudiant à l'Université du Minnesota. Donc, faites une recherche, là, Kaprizov, Brock Faber, vous allez trouver la photo, elle est succulente. Ouais, on va faire cette recherche-là, mais entre-temps, nous, on vient de commencer notre segment Head-to-Head, mais on va officiellement aller du côté du segment Head-to-Head. Segment Head-to-Head avec Nicolas Ducharme. Nick, on a 3 sujets aujourd'hui à discuter. Le premier, je pense que c'est celui qui a fait couler le plus d'encre en Amérique du Nord depuis un bon moment. C'est le retour derrière le banc de Patrick Roy avec les Islanders de New York. Les Islanders qui ont décidé de congédier Lane Lambert, qui était l'entraîneur-chef, et Lou Lamoriello a décidé de choisir Patrick Roy comme entraîneur-chef. Et la question que je te pose, est-ce que les Islanders ont visé dans le mille en choisissant Patrick Roy? J'adore l'embauche de Patrick Roy. Moi, à mon avis, Patrick Roy aurait dû être de retour dans la NHL depuis un long moment, mais il s'était un peu fait placer sur une liste noire en raison de la façon que ça s'était terminé au Colorado. On se souviendra, il avait démissionné quelques semaines avant le début de la saison 2016-2017, après 3 saisons avec l'équipe. Visiblement, il y avait eu beaucoup de bisbilles avec Joe Sakic, avec l'Avalanche. Et pour une autre équipe, d'oser embaucher Patrick Roy, qui est un gros nom, qui emmène large, qui est extrêmement expressif, extrêmement émotif, c'était un risque que plusieurs directeurs généraux ont visiblement pas voulu prendre parce que ça aura pris 8 ans, 9 saisons avant qu'il revienne dans la NHL, a gagné la Coupe Memorial du côté des rangs juniors ici au Canada avec les Remparts de Québec, avait tout prouvé, là, connaissait d'excellentes saisons avec les Remparts. Je veux dire, normalement, lorsque tu fais l'addition, ces succès-là dans les juniors, plus le fait que tu es Patrick Roy, il y a longtemps qu'on aurait dû le voir de retour. Et ironiquement, c'est Lou Lamoriello, celui qui a probablement le moins à craindre d'être poussé par un entraîneur qui fait son embauche. Donc, Lamoriello qui n'a pas eu peur de se tourner vers Roy. Et ça va être intéressant parce que je regardais les Islanders jouer dernièrement. On manquait vraiment de hargne au jeu. C'est une équipe, les Islanders, dans les dernières années, qui a été reconnue sous Barry Trotz, sous Lane Lambert par la suite pour la qualité de son jeu défensif, sa hargne au jeu, surtout en séries éliminatoires, en playoffs, ça devenait vraiment difficile de les affronter. On est allé 2 fois en finale d'association, d'ailleurs. Mais là, dans les derniers temps, le jeu défensif n'était pas là du côté des Islanders. La relance aussi, c'était difficile malgré la présence du jeune et prometteur Noah Dobson. Et là, Patrick Roy arrive, ne pourra pas tout changer, mais au moins va amener cette vague d'intensité-là. Et vois-tu, ces 2 premiers matchs, une victoire où on est venu de l'arrière contre les excellents Stars de Dallas. Et hier, on s'était incliné mardi, on s'était incliné contre les Golden Knights de Vegas, champions en titre de la Coupe Stanley, mais on aurait mérité le match. Donc, moi, je pense pas que ça peut être une mauvaise embauche. Son défi, par contre, c'est un noyau vieillissant, les Islanders, donc il faudra faire produire ce noyau-là rapidement. On n'a pas 4 ans devant nous là, pour le faire produire. Non, c'est vrai que la fenêtre est ouverte, si on peut le dire comme ça, pour les Islanders. C'est une équipe qui doit gagner immédiatement.
Tu parlais de la fameuse liste noire. Il faut rappeler que la NHL, ça reste une clique. Il y a des têtes influentes. Joe Sakic en est clairement une. Et s'il y avait, j'ai l'impression, un directeur général qui pouvait vraiment dire « Moi, la liste noire, rien à foutre. Je vais engager le gars que je veux, c'est Lou Lamoriello, avec tout le passé, le passif qu'il a dans la NHL, tout ce qu'il a amené à cette ligue-là, et surtout où il est rendu dans sa carrière aussi. Lou Lamoriello est là par passion, il n'est pas là par besoin d'argent. Sa carrière est déjà faite. Donc, j'adore, je suis aussi un énorme fan de cette signature. Personnellement, c'est sûr que j'aurais aimé le voir arriver à Ottawa pour créer une rivalité entre les deux. Mais personnellement, comme fan du Canadien de Montréal, je préfère presque le voir avec les Islanders de New York qu'avec les Sénateurs d'Ottawa, justement parce qu'il va être moins près de la cour du Canadien de Montréal, mais aussi parce que les Islanders de New York, ça reste une équipe avec beaucoup d'histoire. Ça reste une équipe avec un excellent gardien de but, un Ilya Sorokin, un des meilleurs de la Ligue nationale aussi, qui là va être coaché par l'un des plus grands gardiens de l'histoire. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose d'intéressant avec cette signature-là, et la combinaison Lamoriello-Roy, c'est quelque chose de très prometteur. Mais justement, je viens de parler des sénateurs d'Ottawa. Il y a certains insiders aussi qui disaient que les Blues de Saint-Louis étaient très intéressés par Patrick Roy. Est-ce que tu penses que, soit dans un cas, soit dans l'autre, soit dans les deux, on a trop attendu? Est-ce que les sénateurs d'Ottawa ont fait le mauvais choix, par exemple, d'y aller avec Jacques Martin par intérim au lieu de directement signer un gars comme Patrick Roy? D'après moi, on a peut-être eu peur de Patrick Roy parce que là, le directeur général, c'est un nouveau directeur général aussi du côté d'Ottawa, en Steve Staios, qui n'a pas d'expérience dans la Ligue nationale dans ce poste-là. Donc, c'est ça. Nouveau propriétaire, nouveau directeur général, et tu embauches Patrick Roy. Ça fait beaucoup de... C'est comme beaucoup, je parlais d'équilibre, la balance tantôt. Il me semble que soudainement, là, toute l'attention est sur l'entraîneur. Je me demande aussi si les sénateurs n'ont pas déjà leur homme qui est peut-être dans les rangs juniors. On attend qu'il termine sa saison avant de l'amener avec nous. D'ailleurs, ça aurait parfaitement de sens. C'est pour ça que Jacques Martin est là par intérim à 71 ans. Jacques Martin n'a peut-être plus la forme là, pour être derrière un bas de la NHL. D'ailleurs, c'est pas lui qui fait les entraînements là, du côté d'Ottawa. Donc lui, je pense que Jacques Martin est peut-être là pour mettre les bases, vraiment couler la fondation, rappeler aux jeunes joueurs, tous les jeunes joueurs à Ottawa, qu'est-ce que c'est un système défensif, jouer avec les bonnes notions, et ensuite, on va emmener un entraîneur. Donc, on a peut-être trop attendu pour Patrick Roy. Moi, j'aurais adoré ça. Ça aurait été parfait, là, parce que c'est peut-être la petite flamèche que ça prenait pour allumer cette fameuse rivalité qui n'existe pas tant entre les sénateurs et les Canadiens. Soyons francs, là, c'est pas... oublier ce que c'est avec Boston, avec Toronto, ce que c'était avec les Nordiques, là, avec Ottawa, c'est un peu... On dirait que ça va juste d'un côté. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Peut-être que les sénateurs n'aiment pas les Canadiens, mais les gens de Montréal, on est un peu dans l'indifférence par rapport à Ottawa. Les Blues, ça aurait pu être une acquisition intéressante, mais je veux dire, après autant d'années de voir Roy dans les rangs juniors, à savoir qu'il est disponible, c'est pas comme si Roy s'était caché, qu'il voulait revenir dans la NHL. Ben, à un moment donné, il fallait pas attendre des années. Là. On a attendu beaucoup trop longtemps pour tout le monde. Si soudainement, il connaît du succès, ben, tant pis pour les absents. Tu parles des rivalités. Je fais une petite parenthèse sur les rivalités. J'ai vraiment l'impression que le old school hockey avec les affrontements en play-off, les nombreuses Coupes Stanley, vraiment, c'est difficile à l'heure actuelle de créer une rivalité lorsqu'on n'a pas tous passif, cette histoire entre, par exemple, le Canadien et les Bruins, entre le Canadien et les Maple Leafs, entre ce qui était le Canadien et les Nordiques, ce sera plus jamais pareil, même si les Nordiques reviennent aujourd'hui. La rivalité avec Boston existe encore. C'est des matchs qui sont très intenses, c'est des matchs qui sont très physiques, mais reste quand même que le hockey a pris une avenue différente et bien différente de ce qu'on avait avant. J'ai pas l'impression que de créer des rivalités, c'est vraiment encore possible. Des rivalités comme on les a connues. Mais parenthèse fermée, moi j'ai une question par rapport à ça avant qu'on change de sujet sur Patrick Roy.
Bon, évidemment, moi, je suis beaucoup les médias nord-américains, mais aussi beaucoup les médias québécois. Ça a été hyper médiatisé, l'arrivée de Patrick Roy au Québec, évidemment, parce que c'est une légende. Est-ce que ça a été médiatisé à ce point-là partout à travers la Ligue nationale de hockey? Oui, quand même. Ça demeure Patrick Roy. Là, pas autant qu'au Québec, là, on s'entend. Là, le cirque médiatique québécois, d'ailleurs, l'affrontement, là, à l'heure où on est diffusé, là, où les gens vont nous écouter, c'est peut-être déjà du passé, ou sinon, ça va être dans les prochaines heures. Mais là, Patrick Roy s'amène à Montréal jeudi avec les Islanders contre les Canadiens. Ça va être le cirque. Là. Tu connais le Cirque du Soleil, mais là, ça va être le cirque du Centre Bell parce que je m'attends à ce qu'il y ait beaucoup même dans la foule, les partisans, ça demeure Patrick Roy. Ça demeure celui qui a donné la dernière Coupe Stanley aux Canadiens, celui que plusieurs voulaient voir les Canadiens embaucher alors qu'on s'est tourné vers Martin Saint-Louis, qui n'avait pas cet historique-là avec le tricolore Saint-Louis, bien évidemment, c'est le Lightning de Tampa Bay. Alors, oui, mais ça demeure Patrick Roy, ça a quand même fait beaucoup de bruit. Mais ce qui est intéressant, c'est comment les Islanders ont traité ça. Ça n'a pas été un grand dévoilement. C'était une conférence de presse par Zoom avec un son plutôt médiocre. On répondait aux questions. On n'était pas certain qui parlait. Roy est allé sur le banc lors de son premier match. Pas de grande annonce, pas rien. Il fallait savoir que les Islanders avaient un nouvel entraîneur-chef. Ça n'a pas été claironné nulle part. Donc, l'équipe qui en a fait le moins la grande annonce, ce sont les Islanders. Ça, c'est du Lou Lamoriello. Là. On s'entend. Là. Il est comme ça, Lou Lamoriello. Lorsqu'il signe un joueur, ne dévoile pas les années, ne dévoile pas le salaire, ce qui complique parfois notre travail, là, bien évidemment. Là. Mais c'est un vieux de la vieille, Lou Lamoriello, il a ses manières de faire. Et de voir Patrick Roy arriver là-dedans, alors que lui, c'est un peu, je ne vais pas dire le contraire, là, mais c'est beaucoup plus exubérant. C'est un mélange qui est intéressant. Mais oui, ça demeure Patrick Roy. Comme je dis, ça en a fait plus parler ailleurs qu'à Long Island. C'est un mélange intéressant et c'est surtout vraiment l'opposé de Lane Lambert, qui était l'ancien entraîneur. Il était beaucoup plus calme, beaucoup plus réservé. Et là, tu as Patrick Roy. Deuxième sujet, Nick. On va avancer. Le temps presse. Les Bruins de Boston, évidemment, qui ont perdu l'été dernier leurs deux premiers joueurs de centre, Patrice Bergeron et David Krejci. La question que je te pose, est-ce qu'ils doivent aller chercher un vrai premier centre s'ils veulent souhaiter remporter la Coupe Stanley cette année? C'est intéressant parce que l'année dernière, on avait deux premiers centres, deux très bons centres et on a été éliminé en première ronde. Donc, présentement, les choses vont bien pour les Bruins. Oui, je crois qu'il y a vraiment moyen d'améliorer cette ligne de centre-là, mais on regarde les munitions qu'on a du côté de Boston. Plus de choix dans les trois premières rondes cette saison. Pas de choix de deuxième ronde l'année prochaine. Pas de choix de quatrième ronde non plus l'année prochaine. Donc, déjà là, il te manque un peu de munitions pour aller à la pêche aux joueurs de centre numéro 1. Je regarde ce que Toronto avait donné l'année dernière pour un Ryan O'Reilly, qui serait un joueur intéressant. C'est quand même coûteux. Mais oui, je crois qu'on va être actif du côté de Boston. Je suis juste pas certain qu'on va être capable d'aller chercher le joueur qu'on souhaite vraiment avoir. Au niveau des espoirs, peut-être qu'on va devoir céder quelques bons espoirs, mais sous toute réserve, là, la réserve d'espoir des Bruins, c'est loin d'être la meilleure dans la NHL. Donc, on est un peu limité là, dans nos actions là, du côté du directeur général Don Sweeney. Oui, parce que le plus bel espoir, c'est peut-être, ou celui qui a peut-être le plus de valeur avec le début de saison qu'il a connu, c'est peut-être Mathieu Poitras. Oui, exactement. Donc là, tu échangeras un joueur de centre, prometteur, de seulement 19 ans, pour un joueur de centre vétéran, peut-être un joueur de location que tu vas avoir d'ici à la fin de l'année. Je ne suis pas certain que c'est gagnant. Écoute, bâti avec ce que tu as sur les ailes. Honnêtement, David Pastrnak, Brad Marchand, Jake DeBrusk fait encore un bon travail. L'acquisition de James Van Riemsdyk à un salaire de, je crois qu'il fait 1 million par saison. Ça vaut la peine. Ça fonctionne. Donc, oui, un joueur de location, mais pas au point d'en donner un Mathieu Poitras là, qui est très prometteur. C'est quand même intéressant, je trouve, la réalité des Bruins de Boston parce qu'évidemment, tout le monde, lorsqu'ils veulent bâtir une équipe ou lorsqu'on parle de reconstruction, qu'est-ce qu'on cherche? Un défenseur droitier numéro 1, une ligne de centre qui est très solide, vraiment un top 4 qui se tient en défense, un gros gardien de but. C'est vraiment... Et les Bruins, en ce moment, leur point peut-être le plus faible,
Je veux rien enlever à Charlie Coyle et à Pavel Zacha, mais c'est peut-être la ligne de centre, justement. C'est peut-être la colonne vertébrale de l'équipe, mais il y a tellement de... On dirait qu'il y a tellement d'expérience, de profondeur, que ça vient camoufler, justement, ce manque de qualité au centre. Exactement. Écoute, comme je dis, bâti par tes ailes, si tu as des bons alliés, c'est un système de jeu là, aussi là, à Boston, là, soyons francs. Là, c'est une éthique de travail qui est là depuis les années d'Zdeno Chara, de Patrice Bergeron, Marchand, justement, qui est la continuité de ça maintenant qu'il a le C sur la poitrine. T'as une bonne brigade défensive quand même, Charlie McAvoy, qui est peut-être, je dirais, le défenseur le plus sous-estimé dans l'élite de la LNH. Peut-être de la NHL, dans les 15 meilleurs défenseurs peut-être là, de la NHL, à mon avis, c'est peut-être le plus sous-estimé. Il se retrouve rarement dans le scrutin pour le trophée Norris, mais quand même, Matt Grzelcyk, Puccinelli, on a une bonne brigade. On a 2 excellents gardiens. Et si tu veux bouger, là, ça serait peut-être ça la clé. Ça serait peut-être d'échanger un Linus Ullmark à une équipe qui a besoin d'un gardien parce que je pense pas qu'on va échanger Jeremy Swayman. Il est excellent, il est très prometteur. Mais en même temps, ce qui fait un des meilleurs, des éléments qui fait les plus grands succès des Bruins, c'est ce duo de gardiens-là. Parce que c'est jamais le même. Chaque soir, les deux sont reposés. Les deux vont permettre d'aller chercher des victoires. Donc, tu veux pas défaire ce qui fonctionne très bien. Mais en même temps, tu le sais comme moi, Jonathan, en séries éliminatoires, il n'y en a qu'un seul gardien. Donc là, il faut que tu équilibres ça, tu trouves un équilibre entre les deux. Moi, je pense qu'on va probablement plus là, opter pour le statu quo. Peut-être pas statu quo, là, mais une acquisition mineure du côté des Bruins. Je serais surpris d'une acquisition majeure. Dernier sujet, Nick. Il faut parler du match des étoiles, le All-Star Game qui aura lieu le week-end prochain, premier week-end de février. La question que je te pose, est-ce que la NHL a enfin trouvé un bon format pour sa compétition d'habileté et son match des étoiles cette année? C'est une bonne question. On va le voir sur la surface glacée. Une chose est certaine, puis les joueurs en ont parlé, je pense que celui des dernières années, le format, c'était pas idéal parce que je trouve que ça mettait pas en valeur les habiletés vraiment des joueurs. Il y avait des choses là, à Vegas là, où on tirait dans la fontaine des jeux de poker. C'était très thématique, mais moi, je m'ennuie des compétitions d'habileté des années 90. C'était de la vitesse, c'était la puissance du lancer, la précision du lancer. C'était très simple, c'était pas de flafla, mais on avait une compétition qui était intéressante. Et là, ce qu'on a fait cette année, on va réunir les 12 joueurs, les 12 meilleurs joueurs qui ont été choisis pour cette compétition-là. Il va y avoir $1 million en jeu. Donc, déjà là, c'est intéressant, $1 million qui s'ajoute là-dessus. Disons que ça donne un incitatif un peu plus pour patiner un peu plus vite et que ton tir soit un peu plus précis. Mais justement, tout le monde va compétitionner dans des épreuves et le joueur qui va avoir le plus de points va remporter $1 million. J'ai hâte de voir ça. Là, je trouve que c'est vraiment les meilleurs contre les meilleurs et non pas d'essayer de donner une cote. Parce qu'il y avait ça aussi, là. Il fallait que tout le monde participe. Puis tu sais comme moi, quand tout le monde participe, normalement, c'est pas ce qui donne le meilleur spectacle. Donc là, on a vraiment choisi les meilleurs joueurs. Oui, j'ai hâte de voir ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. Pour vrai, moi, je reste avec les classiques. Ce que j'ai envie de voir au match des étoiles, c'est le tir de précision, le patineur le plus rapide, le tir le plus puissant, compétition de shootout, ajoute ça à ça, mais c'est vraiment la base pour moi de la compétition du concours d'habileté. Maintenant, pour le match des étoiles, Nick, pour la partie qui aura lieu dimanche, la NHL regarde beaucoup du côté de la NFL pour copier son repêchage, un repêchage qui sera plus en présentiel. Ça va être la norme à partir de quoi l'an prochain, là, je crois. Il reste encore un été que ce sera en présentiel. Ensuite, la NHL veut changer. Je trouve dommage qu'on ne copie pas le baseball majeur. Je vais le dire comme ça, là. L'avantage de la patinoire en finale devrait être remporté au match des étoiles. Tu fais une compétition un peu comme on avait fait. Il y avait des tournois là, à la ronde avec les divisions. Jonathan, je vais te casser, là, par contre. Là. Dans le baseball majeur, c'est plus le cas. L'avantage du terrain est plus en jeu au match des étoiles. Quand j'habitais au Québec, c'était encore le cas. Tu vois que je suis rendu... Hein, les Européens, le baseball, c'est pas... c'est pas aussi populaire. Tu vois, je me suis mis au foot, mais du coup, j'ai perdu mon baseball. Exactement, t'as perdu ton baseball. Mais t'as raison que c'était mieux dans le temps, dans le baseball, à mon avis, quand c'était en jeu. Mais il y a une réalité qui est entre les deux, qui est le baseball... Le risque de blessure est beaucoup moindre.
Au hockey, il y a des mises en échec, il y a les lancers frappés. Soyons francs, là, tout le monde prend ça un peu relax. Là, le match des étoiles, ça a toujours été comme ça. Et je ne m'attends pas à ce que ça change. Donc, pour le match, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ramené le repêchage cette année. Donc, vraiment, ça va être des équipes qui vont être formées par 4 capitaines qui vont repêcher les joueurs ici et là. Ça avait donné quelques moments cocasses. On se souviendra de Phil Kessel qui avait été laissé de côté en tout dernier et qui avait remporté une voiture grâce à ça. Donc, ça avait quand même été bien pour Kessel. Mais bon, c'est ça. Donc, le retour du repêchage, je pense que c'est amusant. Le match, j'espère avoir des beaux jeux, mais soyons francs, ça ne sera jamais une compétition comme on voyait au baseball, parce que le baseball, c'était des courtes présences pour les lanceurs, on pouvait tout donner. Les frappeurs, bon, du baseball, c'est du baseball, tu ne frappes pas à moitié, là, tu ne déposes pas l'amorti, tu y vas à 100% aussi. Le hockey, le football, surtout, c'est encore pire, le football, là, soyons francs, le football, là, c'est pas c'est pas un grand match, ça n'a jamais été un grand match. Pourquoi? Ben, je comprends les joueurs de ne pas vouloir se mettre à risque. Là. Donc, c'est plus moi, c'est le concours d'habileté que j'ai vraiment très hâte de voir. Oui, moi aussi, c'est vraiment l'événement que je vais regarder dans ce week-end des étoiles. Avant de terminer, on n'en parlera pas aujourd'hui. L'information vient tout juste de sortir que 5 membres de l'équipe canadienne de Team Canada Junior 2018 ont été convoqués par la police de London en Ontario pour faire face à des accusations éventuelles concernant là, les agressions sexuelles qui se sont passées. Et on peut faire un lien direct, nous, en Suisse, avec Alex Formenton, qui a été libéré par Ambry Piotta pour rentrer au Canada pour des raisons familiales. Évidemment, il était sur l'équipe du Mondial Junior, mais on va attendre quand même que tout soit annoncé officiellement avant de faire état de la situation dans Overtime NHL. Et on va attendre donc au prochain épisode avec Stéphane Rochette pour décortiquer un peu tout ça, avoir les vraies informations avant de partir que sur des rumeurs. Donc, on n'en parlera pas aujourd'hui, Nick, mais on aura la chance pour vous, les auditeurs, d'en parler dans 2 semaines dans notre prochain épisode d'Overtime NHL. Nick, déjà, c'est la fin. Malheureusement, j'aimais beaucoup le format des dernières années où est-ce qu'on n'avait pas de limite de temps, parce que toi et moi, j'ai l'impression qu'on pourrait partir comme ça pendant une journée complète, mais en même temps, je suis pas certain que ton patron serait très, très heureux. Non, mais c'est ça, j'ai quand même du travail à faire aujourd'hui. J'ai mon propre balado, d'ailleurs, à monter, là, qui va être en ligne, prochainement, là, donc... mais bon, on le sait, là, toi et moi, là, c'est jamais très difficile de lancer une discussion. Écoute, quand on est en bonne compagnie, le temps passe toujours rapidement. J'ai rien vu passer aujourd'hui, rien vu. Nick, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous peut-être pendant la course au playoff ou après la date limite des transactions. Ce serait bien d'avoir un petit bilan de cette journée importante dans la Ligue nationale de hockey. Tu me fais signe, je vais être là. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt, Nick. Merci, au revoir. Ciao. C'est ainsi que se termine l'épisode de la semaine d'Overtime NHL. Avant de vous quitter, je vous donne quelques rendez-vous NHL sur MySports ce week-end. Tout d'abord, samedi, il y aura 2 matchs diffusés en commentaires originaux anglophones. Avant notre studio de National League, dès 18h30, les Bruins de Boston affrontent les Flyers de Philadelphie. Ce sera sur MySports 8. Et en fin de soirée, à 22h sur MySports Edge, Romagnosi et les Prédateurs de Nashville seront du côté d'Edmonton pour y affronter les Oilers. Finalement, notre match de NHL commenté en français cette semaine, ce sera dimanche à 20h sur MySports 3. Kevin Fiala et les Kings de Los Angeles seront du côté de Saint-Louis pour y affronter les Blues. Dernier rendez-vous à vous donner dans 2 semaines, jeudi le 8 février. Prochain épisode d'Overtime NHL. Je vous y présenterai un entretien exclusif avec un membre du Triple Gold Club, ancien joueur de centre, entre autres des Red Wings de Détroit et du Lightning de Tampa Bay. Vous l'aurez deviné, il joue pour Genève Servette depuis quelques saisons. C'est le joueur de centre Valtteri Filppula. Un magnifique entretien d'une 20aine de minutes. J'ai très hâte de vous présenter tout ça. Mais en attendant, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye. Tous les matchs de la National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.